Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les Vendredis de la Recherche. Et oui, à l'Université de Nîmes, le vendredi, c'est recherche. Et cette semaine, la recherche, c'est sensationnel. J'ai le grand plaisir de recevoir Johan Veriac. Bonjour Johan, merci Bonjour, beaucoup merci. de te rendre disponible pour venir parler de tes recherches avec nous. Donc là, je pense que c'est certainement la première fois dans un Vendredi de la Recherche qu'on a un format un petit peu comme ça. Vous allez vite comprendre que ça va être un petit peu différent puisque Johan vient parce qu'il a une actualité particulière. Avant d'y venir, peut-être plus précisément, on a un salut de Rose. Avant d'y venir plus précisément, je te propose qu'on discute un petit peu de qui tu es, juste pour placer le contexte, et après on discute un petit peu. Donc je vous propose de lancer la première rubrique. Je te laisse faire, Tom. Donc c'est le qui es-tu, que fais-tu, et normalement un petit générique. C'est bon. Donc Johan, la question est simple. Qui es-tu, que fais-tu? Il ne faut pas répondre, je mets ma culotte comme le loup dans la chanson. Non. Ah, l'avez pas faite, nouvelle émission. On ne l'a jamais faite. D'accord. Ça va être vraiment une émission très originale aujourd'hui. Alors, je suis Johan Veriac, comme tu l'as dit, enseignant-chercheur à l'Université de Nîmes en lettres. Alors, mon parcours au départ est en littérature française, donc je suis inscrit dans la discipline littérature française et plutôt dans la particularité de l'histoire littéraire française du 19e, 20e siècle. Et mes travaux, depuis ma thèse, portent sur les rapports entre presse et littérature, 19e siècle, 20e siècle, et ensuite se sont étendus à l'ensemble ce qu'on appelle la culture médiatique, dans l'étude des médias, l'étude du divertissement dans les médias, puisque je viens plutôt de la littérature, donc pas tellement les rubriques les plus sérieuses du genre édito politique ou rubrique économique ou bourse, mais les feuilletons, les faits divers, etc. Donc cette dimension plus littéraire et fun de la presse. Est-ce que tu veux que je détaille le parcours ou juste En fait, j'allais te poser la question parce que c'est vrai que quand on pose la question à des chercheurs, on a des parcours qui peuvent être vraiment très différents. On a des parcours très linéaires, master, thèse, et puis enseignement, et puis parfois c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt linéaire, même si j'ai fait quand même pas mal d'années dans le secondaire. J'ai fait parcours normal, prépa, lettres, thèse, et après j'ai eu l'agrégation. Comme en lettres, on est obligé, ça. Oui. Pour faire un peu de pédagogie, il faut absolument être agrégé par ailleurs pour être. Enfin, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même une sorte de coutume. D'accord. Qui rend la chose quasiment obligatoire pour être qualifié aux fonctions de maître de conférence et ensuite élu sur un poste de maître de conférence. Et donc devenir enseignant-chercheur, il faut être à la fois docteur, comme dans toutes les autres disciplines, mais très souvent, sinon toujours agrégé de lettres. C'est un peu la case enseignement, du coup, sur le volet des recrutements. Ouais, alors c'est vrai que ça se traduit différemment selon les sections du CNU. Tout à fait. Donc il y a des sections CNU à agrégation, on va dire, où l'agrégation est vraiment un critère important. Donc après l'agrégation, j'ai d'abord enseigné dans le lycée, en lycée et en collège pendant un bon moment. Et puis j'ai été élu à Nîmes en 2009. En 2009, c'était ton premier poste? C'était mon premier poste. En MCF, du coup, en maître de conférence. Maître de conférence, donc je fais partie des murs ici, quasiment. 2009, oui. Ça commence à être une belle carrière à l'université. On a un bonjour Monsieur Veriac de June LN4 et bonjour de Luciole aussi. Bonjour à vous deux. Donc n'hésitez pas, donc on est en live sur Twitch, j'ai le chat sous les yeux. On a Tom à la régie aussi. Salut Tom. Bonjour. Qui, lorsque je suis un peu trop distrait et que je ne regarde pas le chat, est là pour faire le relais. Donc l'idée c'est d'être aussi dans l'interaction avec vous. Donc c'est le moment. Si vous avez des questions sur les parcours, sur comment ça se passe la recherche, sur ensuite les thématiques qu'on va aborder un petit peu plus précisément, on va peut-être juste introduire ça parce que la raison pour laquelle on s'est dit que ça pouvait être intéressant que tu viennes, c'est parce que tu es enseignant-chercheur de l'Université de Nîmes et que l'objectif, c'est que on puisse aussi présenter un petit peu la diversité de nos carrières. Mais là, il y avait une actualité, donc je me suis dit, il faut sauter sur l'occasion. C'est que tu es l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître il y a quelques semaines, qui s'appelle Sensationnalisme, et c'est pour ça que la recherche est sensationnelle cette semaine. Les L1 lettres vous regardent, nous dit June. Ouais. Alors, on demande s'ils sont tous là. Je peux faire l'appel. Comme ça. Je te laisse peut-être le montrer à la caméra. Ouais. On est sur celle-là pour voir un petit peu à quoi il ressemble. On le retrouve sur toutes les bonnes plateformes. Oui. Donc oui, j'ai les M2X aussi, nous dit Luciole. Mais alors là, tous les étudiants de l'université sont présents, effectivement. Donc merci déjà d'être là. Et vraiment, n'hésitez pas, c'est l'occasion aussi de vous intéresser peut-être un peu plus précisément aux recherches d'un de vos enseignants, parce que vous connaissez leur côté pédagogie, puisque vous les avez en cours tout le temps, mais la plupart du temps, on ne sait pas vraiment les thèmes réels de recherche des enseignants-chercheurs. Donc c'est le moment où jamais, n'hésitez pas.
Vous pouvez poser vos questions. Avant de rentrer plus dans le détail et que tu puisses nous expliquer un petit peu comment on arrive à rédiger, publier ce type d'ouvrage et discuter aussi de son contenu, peut-être une deuxième rubrique pour mettre un peu en perspective ton activité de chercheur. Et cette rubrique, elle s'appelle « À quoi ça sert ce que tu fais ?» Et là aussi, on a un petit jingle. Voilà, bon, l'idée, c'est de mettre un peu en perspective tout ça. Comment tu répondrais à cette question? Avant, on avait même un petit enregistrement, mais je ne sais plus où il est, où c'était un enfant qui disait « À quoi ça sert ce que tu fais ?» Pour dire, voilà, si on doit expliquer simplement, ce n'est pas forcément facile. Il faut l'expliquer aux enfants, pourquoi pas. Il faut l'expliquer aux contribuables aussi, parce que... Oui. On est fonctionnaires. Et on vous remercie. C'est donc et les fonctionnaires sont les gens payés par l'État pour être utiles à la collectivité. Donc il faut absolument répondre à cette question, à quoi ça sert ce que je fais. Et c'est vrai, quand on fait la nuit de la recherche, qu'on rencontre le grand public, on est souvent appelé à répondre à ces questions tous et toutes, mais on la pose beaucoup plus aux chercheurs en littérature, aux chercheurs en art, qu'aux chercheurs en médecine ou aux chercheurs Alors, nous, on ne fait pas de discrimination. Cette rubrique, elle est là pour tous les chercheurs. J'ai compris, et c'est normal. Oui, mais c'est normal de le poser, parce que l'utilité de la médecine se mesure immédiatement, à la fois scientifiquement et socialement. Et l'utilité de la recherche, de la recherche en littérature ou en art ou en discours médiatique est moins évidente. C'est vrai de plein de sciences humaines, en fait. Et donc, il faut apprendre à répondre bien à cette question. Alors, il y a plusieurs façons d'y répondre. La première des utilités des recherches qu'on peut mener, d'abord, c'est des connaissances historiques. Il faut quand même dire ça. C'est que l'essentiel des recherches, disons, les miennes en tout cas, ce que je fais moi, sert à construire une sorte de connaissance du passé qui peut nous servir de nos jours à adapter nos comportements, à adapter nos décisions collectives, nos décisions politiques. C'est ça, l'histoire, ça sert à ça. C'est pas simplement connaître le passé pour lui-même, c'est aussi ensuite, une fois qu'on le connaît correctement, et non pas comme on a envie de le raconter, mais de le connaître correctement, eh bien, c'est d'ajuster nos comportements et nos décisions. Donc il est très utile, certainement. Je prends un exemple tout bête. De très bien comprendre maintenant les mécanismes de la presse dans l'entre-deux-guerres, par exemple, entre 1918 et 1940, pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les médias. C'est pas la même chose, mais comme ça ressemble, c'est important d'aller regarder un peu en détail. Alors, cette connaissance des fonctionnements de la presse dans l'entre-deux-guerres, non seulement en termes économiques, mais aussi en termes de comment les choses se formulent, comment elles s'expriment, et ensuite quels impacts elles peuvent avoir sur les publics. Bon, ça, c'est plutôt nos prérogatives, notre travail à nous, qui peut servir aujourd'hui à quelque chose. Voilà. Merci, c'est très complet. Et effectivement, le fait de rapprocher de l'histoire, on a reçu des chercheurs en histoire aussi. Et donc, c'est vrai que c'est cette compréhension du passé qui permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ça ressort forcément. Et ce que je trouve vraiment hyper intéressant, parce que ça revient aussi régulièrement, c'est arriver à faire la part des choses. Et là, on a une approche scientifique, on regarde, on déduit, on apprend, et ce ne sont pas des faits historiques qui sont énoncés à la volée avec une grosse orientation. On est capable, vrai, ça permet de faire la différence aussi avec ces discours. C'est d'avoir une pensée un peu fine et une analyse fine des choses. Et la deuxième fonction de nos disciplines, c'est vrai de toutes les sciences humaines, c'est aussi une fonction que je pourrais dire critique, qui est pas de dire du mal du monde, de la modernité, mais d'essayer de diffuser des outils dans le corps social qui permettent de regarder le monde tel qu'il est et de l'améliorer, en fait, et qui sont des outils critiques. Je pense par exemple, si on réfléchit aux dernières années et aux outils qui se sont diffusés dans la société et qui sont construits par des savoirs universitaires au départ, on peut penser aux études culturelles qui viennent du monde anglo-saxon, les cultural studies, et qui se diffusent progressivement. Donc c'est par exemple les gender studies, les queer studies, et c'est ce qu'on appelle, quand on veut en dire du mal, la théorie du genre. C'est les études de genre et qui ont nourri progressivement d'abord les recherches scientifiques, littéraires, artistiques, sociologiques, et qui ont progressivement fabriqué des outils pour repenser la société. Et on voit bien désormais que ces outils-là se diffusent très largement, sont appropriés et réadaptés par la jeunesse notamment, mais pas seulement, aussi par le politique, et qu'il y a des décisions qui sont prises et des habitudes qu'on prend. Je sais pas, moi, l'écriture inclusive, c'est une habitude qu'on prend tous progressivement, tous et toutes, et progressivement, ça transforme le monde, et ça le transforme, disons, dans un sens positif. Voilà. Oui, effectivement, c'est sûr que les sciences humaines et sociales ont vraiment ce rôle-là. En particulier. Complètement.
sociologie, anthropologie, enfin on a tout plein de disciplines qui permettent d'arriver à mieux comprendre tout ça. Je te propose qu'on en vienne au vif du sujet parce qu'on va y passer, je pense, un petit temps parce que moi, j'ai passé vraiment un très bon moment à prendre connaissance de ton ouvrage. Alors, je vais être complètement honnête, je ne l'ai pas lu du début à la fin. J'ai vraiment essayé par manque de temps, de pouvoir en prendre connaissance au maximum d'un peu toute la dynamique de l'ouvrage, de comprendre un petit peu. Donc, il y a peut-être des passages un petit peu particuliers que je n'ai pas forcément pu lire en intégralité. Mais je l'ai bien parcouru. On a plein de petits messages d'encouragement dans le chat. Hein. N'hésitez pas. Apparemment, tu es un enseignant adulé. Hein. Adulé, ouais. Oui, on peut. Je pense que le terme est bon. Donc moi j'ai trouvé ça. Alors pour le coup, moi je suis juriste, j'ai un doctorat en droit public, donc évidemment rattaché au SHS. Donc sur certaines choses, je vois bien qu'on parle un peu le même langage. Du coup, j'ai aussi un biais fort dans la lecture de l'ouvrage. June qui nous demande possibilité d'avoir un extrait en cours, monsieur, s'il vous plaît, de l'ouvrage. Les L1 c'est les L1, oui. D'accord. On verra ça lundi. Il faudra choisir. Vous le trouvez dans les meilleures librairies. Il sera dispo à la BU. Alors oui, Luciole, il sera dispo à la BU. Je me suis renseigné en fait parce que je voulais aller le chercher à la BU. En fait, il venait vraiment de sortir, donc la commande n'avait pas eu le temps de passer avec nos dates de fin d'engagement pour parler très technique. Mais oui, il sera à la BU, je pense, avant le mois de février, quelque chose comme ça. Donc c'est tout à fait prévu de le commander et vraiment à consulter. Donc oui, pour en revenir à ça, parce que c'est aussi important, je pense que ça va orienter un petit peu les échanges qu'on va avoir. Si je pose les questions, j'explique le biais que j'ai à la lecture pour me comprendre. Donc moi je suis du coup juriste, donc on parle un peu les mêmes choses sur certains points. Et alors moi j'ai énormément accroché sur certains thèmes en particulier de l'ouvrage et vraiment ça m'a fait réfléchir différemment sur certains sujets. J'en dis pas plus, mais j'annoncerai. Parce que, est-ce que ce serait possible? Alors, ça risque d'être un exercice difficile, mais très rapidement, je veux pas te poser de questions. Parce que, pour le moment, juste, est-ce que tu peux me dire, ce livre... De quoi ça parle? Ouais, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Comment je suis arrivé à ce sujet? De quoi ça parle? C'est ça l'idée? Et qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Voilà, une très courte introduction juste pour pas qu'il y ait d'influence. Le titre thématique sensationnalisme dit ce dont ça parle. C'est-à-dire ça parle de ça parle de la façon, l'habitude qu'on a prise dans les sociétés en France, je parle surtout de la France, mais dans les sociétés occidentales en général, l'habitude qu'on a prise de s'organiser, d'organiser nos journées, notre vie, notre semaine autour de sensations fortes, d'activités qui nous donnent des sensations fortes, pour le dire simplement, ou qui nous scandalisent, qui nous choquent, ou qui nous surprennent, qui nous amusent, tout en nous faisant des frissons, pas forcément de peur, mais qui nous font frissonner. Donc c'est ça, le sensationnalisme, c'est l'ensemble des activités culturelles auxquelles on s'adonne pour se donner le plaisir de la sensation forte. Voilà, c'est ça le sujet. Et donc, mon idée, c'est d'abord d'essayer de rassembler sous ce terme-là un grand nombre d'activités très différentes qu'on n'associe pas forcément, mais qu'on associe au sensationnalisme. Par exemple, la première chose à laquelle on pense, oui, c'est le journalisme, c'est la presse à scandale, c'est la presse people, c'est la presse de ragots, la presse de faits divers, tout ça. On se dit, ça c'est du sensationnalisme, c'est les reportages à la télévision sur les voleurs, etc., les crimes, etc. Donc ça, c'est le sensationnalisme. Mais en fait, si on y réfléchit, ça désigne aussi plein d'autres régions de notre culture, comme les parcs d'attractions, par exemple, là, c'est sensationnel. Il y a certains cinémas qui vous vendent des films comme sensationnels. Et donc, on se dit, tiens, c'est marrant, il y a toute une dimension de notre vie culturelle qui est sensationnelle. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. J'y suis arrivé par la presse, pour répondre à la question de comment t'en es arrivé là. En travaillant notamment autour de 2015-2017 avec une équipe de chercheurs pour parler un peu de ce qu'est la recherche. C'est toujours un travail collectif, j'y reviendrai si on a l'occasion. On travaillait avec une équipe de chercheurs montpelliérains, belges et québécois, pas que des Montréal, mais c'était l'Université de Montréal, autour de l'enlèvement du bébé Lindbergh. Dans les années 1930, le bébé de Charles Lindbergh, l'aviateur très célèbre, a été enlevé. Et c'est une affaire, c'est le plus grand fait divers du XXe siècle. Et donc on avait travaillé sur ce fait divers et déjà j'avais été sensibilisé à cette thématique du sensationnalisme, en fait, en travaillant. On avait écrit un livre qui s'appelle Faire sensation, collectivement, un livre collectif, sous un pseudonyme.
donc on pourra en reparler si ça t'intéresse, qui s'appelait Faire sensation, l'enlèvement du bébé Lindbergh, etc. Et c'était le point de départ vraiment de mon intérêt pour ça. Et après, je l'ai avec les étudiants, et ça aussi on peut en reparler autant que ça t'intéressera, avec les étudiants comme Tom, au fil des années, je crois que ça a été le cas. J'ai mis avec les masters, surtout avec les étudiants du master fiction, au programme, enfin, une sorte de séminaire de recherche, le sensationnalisme, pour essayer d'explorer toutes les dimensions de ce phénomène-là. Voilà comment j'en suis arrivé là. Ouais. Alors moi, j'ai deux choses, quelques petites choses intéressantes, mais peut-être en retenir une. C'est, en gros, tu nous dis, voilà, à partir de 2015, tu accroches avec la notion de sensationnalisme. Ouais, c'est ça. MCF en 2009. Donc voilà, tu fais ton début de recherche, toujours dans ta discipline, et un nouveau thème apparaît. Est-ce que... pour arriver à comprendre comment ça se construit, cet ouvrage-là, Sensationnalisme, dont on parle aujourd'hui, est-ce que c'est aussi, bon, j'imagine forcément, c'est issu de tout ce que tu as pu apprendre, découvrir, c'est quasiment 10 ans de recherche finalement. C'est ça, on peut dire ça. C'est vrai que... alors d'abord, deux choses. Le livre, c'est pour parler un peu pédagogie de la recherche et comment fonctionne le monde de la recherche, et particulièrement en lettres, où c'est pas forcément les mêmes modes qu'ailleurs. Le livre, en fait, est tiré de ce qu'on appelle l'HDR, l'habilitation à diriger des recherches. Je ne sais pas si dans ton émission, tu en parles souvent. Oui, on en parle de cette étape. C'est un diplôme. Ouais, qui est le dernier diplôme, en gros, qu'on peut obtenir à l'université, et qui consiste en lettres, c'est un peu la même formule partout, mais c'est pas tout à fait les mêmes exigences. En lettres, il faut notamment produire un ouvrage inédit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une recherche inédite qui n'a rien à voir avec ce qui précède ou qui est complètement original dans l'HDR. Et donc, j'avais préparé cette recherche en amont, ce livre en amont dans la... C'est l'inédit. C'était ton manuscrit d'HDR. C'est la partie inédite de l'HDR. Et donc, qui avait vocation à rassembler en fait toutes ces recherches entre Faire sensation en 2015, 2017 pardon, et puis il y avait aussi un autre livre qui s'appelle Coup de griffe, prise de bec, là, qui était aussi un livre collectif sur la satire de presse dans les années 30, et où on voyait vraiment comment cette époque était ultra violente, ultra polarisée politiquement, très délirante dans les années 30, et donc ça avait aussi nourri ce truc-là. Et donc, oui, c'est vraiment, ça se sédimente progressivement par rapport à des collaborations, par rapport à des projets collectifs, des rencontres aussi, ou même parfois des surprises. On me dit, tiens, et des devoirs d'étudiants aussi, des étudiants qui m'ont dit, est-ce que ça marche? Ah oui, c'est une très bonne idée, ça marche. Donc, c'est vraiment un travail de sédimentation sur une dizaine d'années, oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est simplement aussi pour faire le point sur qu'est-ce que c'est un travail de chercheur. C'est un travail qui est long, qui peut être fastidieux par période, par moment, évidemment, mais qui est surtout extrêmement rigoureux en réalité. Et c'est ça la différence aussi entre un travail issu de la recherche et un travail d'édition, de production, d'essai. Mais en fait, il y a une vraie différence. Et quelque part, on le voit à la lecture, évidemment. Tout à l'heure, quand tu es arrivé, je t'ai dit, j'ai pas tout compris, mais quelque part un peu heureusement. Heureusement, je ne suis pas de la discipline, alors. Non, mais pas tout compris dans le sens où on suit sans aucune difficulté l'ouvrage. Après, on arrive à comprendre qu'il y a des références qui sont très poussées. C'est pas grave, ça ne nuit pas à la lecture. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas tout compris. Ça m'a pas empêché de le lire et de comprendre des choses. Mais voilà, on n'arrive pas forcément à comprendre tout l'ensemble. Et quelque part, je trouve ça, nous qui faisons beaucoup de cet exercice-là, de médiation scientifique, oui, mais quelque part, ça fait aussi partie de la compréhension de la science, de se dire je ne peux pas tout comprendre. Et c'est pas grave. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils bossent dessus. Donc c'est normal qu'eux aient un niveau de compréhension différent. C'est intéressant parce que ça cible une sorte de difficulté, mais qu'il faut surmonter, comme tu le dis, en expliquant par ailleurs, en accompagnant la publication par ce genre de discussion ou prendre le temps. C'est un ouvrage grand public. C'est un éditeur grand public. Amsterdam est un éditeur grand public. Ça reste un éditeur sciences humaines, mais c'est un éditeur commercial. C'est pas un éditeur universitaire, un petit éditeur local qui imprime un colloque. C'est pas un ouvrage scientifique à destination de scientifiques. Ça, c'est sûr et certain. C'est un ouvrage grand public qui, par ailleurs, vous avez vu la couverture, le titre, fait tous les signes nécessaires pour dire. C'est le meilleur cadeau de Noël de l'année. Voilà, c'est ça. Et il est très bien distribué en librairie. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de rester aussi chercheur, comme tu dis, et rigoureux ou
exigeant sur la bibliographie, sur complètement. les références bibliographiques, sur la discussion c'est de ça dont je théorique. parle. Voilà, Vraiment, il y a des parties de discussion théorique, de références Mhm. bibliographiques qu'on ne connaît pas quand on n'est pas de la Mhm. discipline. Alors, ça n'empêche pas du tout de comprendre la logique de l'ouvrage et de comprendre les idées. Mais on voit que, quelque part, il y a une partie qui échappe parce que c'est de l'ordre du très grand expert du domaine. Et je trouve ça... Moi, quelque part, j'en parle facilement parce que je prends plaisir à ça aussi, à dire, mais finalement, ça va chercher plus loin, ça me donne envie de comprendre plus, d'aller chercher d'autres choses et d'apprendre encore un peu plus. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas du tout un frein à ce la sur quoi je compréhension. voulais insister, c'est que la recherche se diffuse dans la société aussi par des éditeurs qui laissent les chercheurs s'exprimer en chercheurs. C'est ça qui est important. Parce qu'on pourrait dire non, mais simplifiez-moi tout ça. Ce que les gens veulent entendre, c'est que, c'est que les journaux à scandale, c'est mal. Enfin, et qu'on a quand même des réseaux d'édition qui existent et qui favorisent la recherche aussi en complément de l'université, qui bien souvent est la seule à financer les éditions de la recherche. Voilà, c'est ça. Oui, complètement. Enfin, oui, pour le coup, je comprends vraiment tout ça, cette démarche-là, et c'est effectivement important d'arriver à pouvoir toucher du doigt. En gros, c'est vrai que c'est un ouvrage qui permet ça. Toucher du doigt la rigueur universitaire et la connaissance comme elle est transmise par les universitaires, tout en restant quelque chose de complètement abordable. Il n'y a pas de... Oui, et puis je pense que je comprends tout à fait ce que tu dis quand tu dis il y a des passages qui sont quand même un peu hardcore au plan théorique, au plan des références culturelles, historiques, et d'une sorte de bibliographie en arrière-plan avec laquelle je discute. Et si on l'a pas un peu en tête, c'est difficile. Si on n'a pas un peu en tête l'histoire, je sais pas moi, ce qu'on appelle la théorie critique, c'est-à-dire la façon dont des grands sociologues, des grands philosophes, des grands sémioticiens ont critiqué la culture de masse, ont mis en cause la télévision, le cinéma, etc. Bon, si on n'a pas ça en tête, des fois on se dit mais je vois pas trop de quoi il veut parler. Bon, moi ce que je conseille, c'est de se raccrocher aux exemples, parce que les exemples, il y en a un paquet, ils sont plutôt pris dans la culture commune, dans ce livre-là, que ce soit la presse, la télé, la télé-réalité, enfin, je parle de les tout jeux ça, vidéo, les jeux vidéo, le cinéma, beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on retrouve. Après, en tant que lecteur, on a énormément de repères. Hein. Par les exemples, c'est ça. Complètement, oui. C'est ça. Désolé, je n'ai pas attrapé le nom de la ME. Est-ce que ce sera commandable via une librairie? Oui, mais c'est déjà commandable sur Internet. Par exemple, je l'ai vu. Alors, je pense qu'il y a des stocks aussi à quelques endroits. Je ne sais pas si tu sais où il y a des stocks, peut-être en local. Je ne sais pas si à la librairie de Nîmes, à la grande librairie, ils doivent l'avoir, je pense. À Nîmes, je pense. Ouais. Sinon, ça doit être commandable. C'est pas un éditeur scientifique. Hein, c'est vraiment un éditeur généraliste. Donc, on retrouve ça un petit peu partout. Et Rose qui nous demande est-ce que... Je pense que la réponse est oui. On te remercie pour ta question. Je pense que le texte... Oui, je pense que ça a coupé... La phrase a coupé au milieu, mais en tout cas, excellente question. Nous dit Imiest sur le chat aussi. Et pardon, la mission d'édition, c'est Amsterdam. Je censure rien du tout. Non, c'est pas censuré, c'est juste il y a le début de phrase, mais on n'a pas la fin. Je pense qu'on a appuyé sur envoyer un petit peu trop vite. Il y a eu un entrée intempestif. Vu que tu enchaînes les interviews dans les médias nationaux, hein, on renvoie à ton passage à France Inter dans le week-end, que j'ai écouté, vraiment passionnant d'ailleurs. Et puis, bon, là, vraiment très spécialiste aussi dans la connaissance des médias, des questions posées par les médias. Je trouvais ça vraiment excellent. Moi, j'ai pas envie de te poser la première question que tout le monde te posera. Et je me dis, moi, parce que à titre très personnel, et ça, c'est le premier biais, j'ai envie de te poser une question, c'est... Pour toi, c'est quoi la démocratie? Ah oui. Ouais. La démocratie. Alors, il faut expliquer pourquoi cette question. Non, comme ça. Ouais, je pense. Mais après, on y vient de suite après. Il n'y a pas la démocratie. Il y a tout un tas de façons de les incarner. C'est comme souvent, et c'est le vecteur méthodologique principal de toute démarche, en tout cas que moi j'essaie de suivre, c'est de ne pas essentialiser les choses, de ne pas considérer que la démocratie aurait une formule pure qui serait celle qu'on a trouvée, je ne sais pas, à Athènes, ou alors sous la Révolution française, ou alors de nos jours, ou en Amérique, en France. Il y a plein de versions historiques. Enfin, la démocratie n'existe que par les pratiques qu'on en fait. Cependant, la démocratie, il y a un principe qui reste au cœur, qui est le principe central, c'est celui d'égalité. Le principe central, c'est celui de l'égalité.
et donc de l'indistinction des conditions entre les individus qui composent une société. Bon, c'est l'égalité, et après la traduction de l'égalité, par contre ça c'est un autre problème. Entre la démocratie libérale censitaire au XIXe siècle ou l'anarchie, il y a une sacrée différence. Oui. Donc, mais c'est comme ça que je le différencie. C'est un principe d'égalité, voilà, qui se traduit historiquement de plein de manières. Et il reste encore d'autres manières de traduire ce principe-là, meilleures que ce qu'on a fait jusqu'ici. Certainement. Oui, c'est Churchill qui disait que la démocratie, c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Donc il y a évidemment beaucoup de progrès à faire. D'abord, moi, je ne sais pas, en tout cas, en tant que chercheur et historien, c'est important de le comprendre, je ne sais pas si c'est pire ou mieux, ou, je ne sais pas. En tout cas, dans tous les cas, nous, on peut regarder que ce qui a été fait. Oui. Voilà. Mais la question de la valeur, elle est centrale, c'est-à-dire associer immédiatement la démocratie à un bien, le sensationnalisme à un mal, c'est sûrement intéressant de faire de la morale, mais ce n'est pas le travail d'un chercheur. Bon, maintenant, j'explique pourquoi la question. Oui. Moi, c'est la première question que je me suis posée en lisant, donc je me suis dit que j'allais forcément te la poser. Alors, pour présenter tout ça, donc sensationnalisme, tu parles évidemment avec une place importante de la presse, mais aussi du rapport qu'on a à la discussion un peu futile sur voilà, des choses un peu sensationnelles qui relèvent du fait divers, par exemple. Et en fait, tu prends un contre-pied assez immédiat dans l'ouvrage. Bon, forcément, ça fait beaucoup réfléchir, et c'est vraiment ça qui moi j'ai trouvé le plus plaisant à la lecture, c'est que y a plein d'idées nouvelles en fait, et on se dit. C'est vrai que j'ai jamais réfléchi comme ça, et pour le coup, ce sentiment-là, il est vraiment. C'est un beau compliment, ça. Ouais, mais vraiment, moi, j'ai vraiment adoré. Hein, et voilà, je me suis fait cette réflexion-là parce qu'en fait, tu considères que voilà, le discours courant aujourd'hui, c'est de dire, les ragots, la presse à sensation, la manière sensationnelle de présenter l'actualité, par exemple, c'est quelque chose. Il faut absolument dire que c'est mal, que c'est pas bien. Et en fait, toi, tu dis que ça peut être bien et que c'est même nécessaire. Et que c'est même nécessaire pour la démocratie, d'où ma question. C'est ça, exactement. Oui, ça c'est bien résumé. Alors, d'abord, c'est un beau compliment de dire que ça fait réfléchir autrement que ce qu'on dit d'habitude. Mais c'est peut-être parce que c'est faux aussi que ça fait réfléchir. Peu importe. Non, mais... je pense pas que ce soit faux, donc il faut quand même justifier cette idée de faire un pas de côté comme ça en disant, bon, essayons non pas de regarder à l'inverse. Il ne s'agit pas de dire le sensationnalisme, c'est bien. La télé-réalité enfermant des gens pour les laisser bavarder pendant des semaines tout en leur donnant quelques jeux à faire de temps en temps, c'est une merveille, un accomplissement de l'art contemporain ou je ne sais quoi. C'est pas encore une fois, la question du bien et du mal m'indiffère, sauf si elle structure la façon dont on se comporte. Et clairement, par rapport aux objets sensationnalistes, on est structuré pour dire que c'est mal, pour s'en défaire, tout en consommant par ailleurs des objets qu'on n'identifiera pas comme ça. C'est toujours les autres qui ont une pratique sensationnelle. D'abord, ça, c'est la première chose. On a construit notre rapport à la culture comme ça, en apprenant à juger négativement certaines pratiques, et c'est toujours celle des autres. C'est-à-dire que les gens qui assument vraiment nettement de lire Détective ou Le Nouveau Détective, par exemple, en disant « moi j'adore ça », sont rares, et on a toujours tendance à trouver que c'est les autres qui sont complètement aliénés à leur feuilleton débile, alors que nous, nos feuilletons sont intelligents. Et si on regarde des feuilletons débiles, on se dit, oui, mais nous, c'est pas pareil, on a de la distance, on est quand même plus intelligent. Moi, je regarde Les Feux de l'amour, mais c'est avec ironie, avec distance, on se fait des blagues, alors que les autres, eux, par contre, ils le regardent au premier degré. Bon. Donc là, en fait, j'explique tout ça pour montrer que mon point de vue est de dire, moi, je regarde ce que font les gens et je ne préjuge pas de leur aliénation ou de l'idée qu'ils seraient passifs et qu'ils subiraient ces contenus qui, de toute évidence, pourtant, sont excessifs, manipulateurs, dramatisés, simplistes, tant qu'on veut. Cependant, il me semble que la première chose à faire, surtout si on veut essayer de comprendre la démocratie, c'est-à-dire l'idée que les gens dont j'observe les pratiques sont des égaux qui sont aussi, au fond, critiques que moi, c'est de ne pas considérer que les publics sont passifs et aliénés et manipulés par les médias. Ça, c'est la première chose. Et de dire, d'abord, j'en sais rien. Après, on peut enquêter, les sociologues le font très bien, et aller voir, aller demander aux gens, quand vous regardez Les Feux de l'amour, qu'est-ce que vous pensez, à quoi vous pensez, qu'est-ce que vous dites, est-ce que vous trouvez ça malin, etc. Bon. Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, deuxième chose, pour la question du
Enfin, ça, c'est la méthode. Oui. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, je regarde ce que les gens font et j'essaie de voir comment fonctionnent les objets. Or, quand je regarde l'histoire, je vois qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, au moment, au fond, je vais aller vite, où la démocratie délibérative se met en place, la démocratie parlementaire, bon an, mal an, ça se met en place à partir de la fin c'est du la Troisième XVIIIe République, siècle, 1870, après, 1875, plus tard, voilà. au XIXe siècle. En France en tout cas. Et ça, donc, au moment où finalement on s'invente collectivement une manière de fonctionner, où on échange des arguments, où on échange des idées, où on le fait parce qu'on a des informations et où on se dit, il y a des règles quand même, on ne s'insulte pas, on n'exagère pas. Bref, où se construit un espace public, on va dire, bon an, mal an, rationnel, délibératif, comme ça. Et on se fait des règles pour prendre des décisions collectives. Des gens votent, ensuite on débat au Parlement, on débat au Sénat, enfin voilà, tout ça, l'organisation du débat public. Et en même temps que ce processus délibératif se met en place, se met en place le sensationnalisme tel qu'on le connaît dans toutes les régions de la société, que ce soit dans les médias qui informent sérieusement et en même temps divertissent avec des faits divers délirants, avec des spectacles, des attractions, des fêtes populaires toutes excessives, des fictions divertissantes de masse, des romans feuilletons, du cinéma, des séries, et de telle sorte qu'on passe nos vies entre ces deux états, ces deux conditions démocratiques qui sont la nôtre, se divertir en permanence, en regardant des séries, tout en s'informant par ailleurs sur France Info, sur Twitch ou un autre réseau qui nous permettrait d'avoir des informations sérieuses. Et donc, on ne peut pas, au fond, opposer les deux, puisque les deux naissent solidairement ensemble. Or, toute l'histoire, et j'en termine là, toute l'histoire jusqu'ici est faite en opposant sensationnalisme et rationalisme, ou disons formation sereine et intelligente de l'espace public, les Lumières, à une sorte de culture dégradée, comme ça, du sensationnel, qui est plutôt, évidemment, attachée à la culture populaire ou à la culture médiatique. Effectivement, mais après, ça fait vraiment, ça donne vraiment ce sentiment de réinterroger une grande vérité qui n'est qu'un argument d'autorité au final. C'est bien dit. Oui, on nous a toujours dit le sensationnalisme de manière générale, pour reprendre tes mots. Hein. Ouais, voilà, c'est pas bien, il faut pas se tourner vers ce genre j'allais dire de médias en centrant sur les médias, mais il y a pas que ça, on l'a bien compris, alors qu'en réalité, ne serait-ce que de se poser la question, comme tu le fais, alors déjà c'est extrêmement déculpabilisant comme livre, parce qu'on se dit, au final, c'est vrai que je me sens coupable quand je regarde L'amour est dans le pré, parce que c'est une manière, parce que c'est... Culture basse, ouais, voilà, mais au final, interrogeons-nous sur pourquoi je ressens le besoin de regarder ça, et qu'est-ce que ça m'apporte, et est-ce que c'est nécessaire. Et il y a quelque chose que j'ai bien aimé aussi là-dessus, c'est dans le paragraphe, je crois que j'ai noté le titre, c'était dissociation du plaisir et de l'utilité du ragot. Alors il y a plein de mots-clés vraiment très forts. Il y a bavardage qui est dans le sous-titre, c'est enquête sur le bavardage médiatique, le sous-titre. Il y a aussi ragot, qui est quelque chose qui est un mot que j'ai identifié comme mot-clé, et j'ai trouvé ça hyper intéressant quand tu dis, finalement, ce bavardage, c'est aussi une première étape vers des discussions plus profondes. Et ça, j'ai bien aimé. Alors, c'est compliqué en n'étant pas ta discipline. Tu t'appuies sur des travaux de sociologues pour arriver à établir ton propos. Qu'est-ce qu'on peut, comment tu l'expliquerais ça? L'importance du bavardage, c'est le point de départ en fait, et qui est quasiment anthropologique en fait, et qui est pas c'est pas ma trouvaille, disons, hein, mais c'est vrai que, pour faire simple, mon idée, c'est que toutes ces activités qu'on a de regarder la télévision, la télé-réalité par exemple, on regarde une émission de télé-réalité, on regarde des feuilletons, des soap-opéras, on lit la presse de célébrités, on va sur Twitter regarder ce qui est arrivé aux stars qu'on aime bien, sur n'importe quel réseau. Et la bonne question, c'est celle que tu poses, c'est pas est-ce que c'est bien ou mal, on le fait de toute façon, et pourquoi le fait-on? Et ensuite, après, on regarde dans quel cas c'est bien, dans quel cas c'est mal, dans quel cas c'est dangereux, dans quel cas c'est même un danger pour la démocratie, et dans quel cas c'est utile à la vie collective, à ce que la vie collective se passe bien et qu'on ne soit pas en permanence en train de se poser des questions importantes. En fait, c'est ça. Après, on dissocie les différents usages. Alors là, et mon idée, c'est que en fait, on voit bien que toutes ces formes culturelles, Twitter, le fait divers, sont des formes et sont incriminées généralement comme des formes de bavardage. C'est-à-dire, on dit c'est des façons de communiquer qui sont des ragots, on se demande qui fait quoi, avec qui, à quel moment, et est-ce que tu sais ceci. Bon.
C'est pas de l'information utile, c'est du ragot, et c'est du bavardage. Et mon idée, c'est vraiment que en fait, les médias sont un prolongement du bavardage. Alors là, je m'appuie sur, si je peux faire une Bien référence sûr, mais scientifique, ça évidemment. suffira. C'est l'anthropologue Robin Dunbar, que beaucoup de gens connaissent parce qu'on parle de lui dans Sapiens, j'ai perdu son nom. Bref, c'est quelqu'un qui est assez connu quand même et qui dit l'origine du langage ne tient pas seulement à l'idée qu'il faudrait connaître, avoir des idées complexes ou même chasser un mammouth de façon sophistiquée en s'associant à 12 chasseurs, Mm. mais aux petites choses de la vie quotidienne. Et c'est certainement quand les groupes humains ont grandi et qu'on ne pouvait plus simplement se faire un geste, s'épouiller les uns les autres, se prendre dans les bras, qu'il a été nécessaire d'inventer le langage pour donner les informations sur qui fait quoi avec qui dans les grands groupes humains. Parce que qui fait quoi avec qui, en fait, et vous y ferez, et à partir de maintenant que votre vie a changé, vous ferez attention à toutes les fois où vous parlez de qui fait quoi avec qui dans la vie quotidienne. Et c'est en fait le sujet largement majoritaire dans nos conversations quotidiennes et dans les médias aussi. Donc la centralité du bavardage qui renseigne du ragot, qui fait quoi avec qui, à la fois c'est utile. Et dans un groupe, de savoir qui fait quoi avec qui, c'est utile à tous les niveaux. Enfin, savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est inséré dans le groupe et qui veut nous manger, mais bon, il faut qu'on sache qui est là et qui fait quoi avec qui. Bon. Mais en fait, ça donne un plaisir. Et donc, on a ces deux tendances, c'est utile et ça donne du plaisir. Et progressivement, il me semble que voilà, l'évolution humaine a fait qu'on a pris un plaisir autonome à bavarder. Voilà, on ne dit pas qui fait quoi avec qui uniquement pour savoir s'il n'y a pas un étranger qui menace notre groupe. Bon. Mais on a plaisir à discuter entre nous de qui fait quoi avec qui, comme ça, juste, même sans savoir qui est qui, puisqu'on discute de stars qu'on ne connaît pas. C'est la toute introduction du livre, C'est effectivement. vrai. D'ailleurs, tes étudiants nous disent on écoute depuis l'atelier Crochet-Potin à Auch. Ah oui. Nous aussi, à Auch, on représente ici. Flashback des cours de licence, nous dit The Real Engin. Ah ouais. Donc, ouais, effectivement. Mais alors, du coup, très passionnant. Alors, moi, je peux pas m'empêcher d'être un peu dans notre démarche de recherche ici, qui est un peu particulière à l'université, très interdisciplinaire, où on raccroche les trucs. Et alors, moi, j'ai quand même la grande chance d'être du coup directeur de la recherche, donc je vois à peu près un peu ce que tout le monde fait. Moi, je suis pas du tout spécialiste, mais je vois que tel chercheur travaille plutôt sur ça, tel sur ça. Et j'ai vu un article passer sur Science et Avenir, qui est un magazine de grande vulgarisation. Et pas plus tard que hier soir ou ce matin, qui reprenait des recherches. Alors c'est pas nouveau, c'est pas, mais qui établissent et ils sont allés un petit peu plus loin en utilisant l'IA, et c'était ça l'article, sur le fait que lors d'une conversation, les cerveaux se connectent quelque part. Ça a été mesuré avec l'activité cérébrale de deux personnes qui discutent, se connectent un petit peu. On va avoir un petit peu la même activité cérébrale quand on est dans la même discussion. C'est un petit peu l'explication physiologique de pourquoi quand j'utilise un mot qui a plusieurs sens dans le cadre d'une conversation, quand on est ensemble, tu comprends directement de quoi je veux parler et c'est pas un autre sens. Et quelque part, ça m'a immédiatement fait penser à ça aussi. Mais finalement, est-ce que ces discussions peut-être un peu plus futiles, c'est pas aussi le ciment de ça? Je pense que c'est exactement ça. Alors c'est vrai que les sciences cognitives, c'est pas mon rayon, donc je suis prudent avec, mais tu as raison de dire que c'est validable aussi du côté des sciences cognitives. Et c'est ce que dit le mot sensationnel, en fait, si on réfléchit. C'est le niveau sensoriel et je dirais infra-significatif de la communication. C'est-à-dire que quand on bavarde avec plaisir avec quelqu'un, on dit des trucs, mais ce qu'on dit, le contenu de ce qu'on dit a peu d'importance en fait. Ce qui compte, c'est cette sorte de musique et de connexion des cerveaux dont tu parles, de circulation, d'une sorte de fluide de communication, mais qui, au fond, est indifférent au contenu des messages. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est complètement indifférent. On ne peut pas dire non plus n'importe quoi. On ne peut pas dire n'importe quoi, et donc la connexion des cerveaux ne suffit pas. Il faut qu'il y ait quand même dans les messages, et c'est là que nous, en tant que littéraire ou en tant qu'analyste du discours, on doit intervenir. Et c'est la seule question, moi, c'est pas la seule, c'est celle que je trouve la plus difficile à régler et que j'essaie de régler bon an, mal an. C'est facile, quand les choses ont un sens important, de comprendre comment elles fonctionnent pour avoir de l'importance. C'est plus difficile de décoder les messages, les contenus de ce qu'on dit
qui n'ont pas d'importance et qui pourtant produisent cet effet agréable dont tu parles de connexion. Qu'est-ce que c'est qu'un message qui est insignifiant ou qui n'a pas d'importance, qui n'a pas d'effet, auquel on est un peu indifférent, pardon, et qui cependant donne beaucoup de plaisir, ou en tout cas donne un plaisir de flux comme ça. On parle à table, on s'amuse bien. Qu'est-ce qu'on a dit hier? J'en sais rien, c'était super sympa, le temps est passé vite, et voilà. Mais alors, nous, notre travail, c'est de dire stop, que se sont dit ces gens, qui fait que le temps est passé vite et qu'ils ne se souviennent même pas de quoi il s'agissait. Et on peut l'étendre ensuite aux séries télé. Mais, tu t'en souviens, la saison 2 de je sais pas quoi, bon, aucun souvenir, mais c'était super. Ah oui, bon, très bien. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces messages qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus? Je trouve ça vraiment passionnant. Alors, du coup, je vais faire un appel à la communauté universitaire. Je vais donner des noms, mais je vais en oublier certains. Donc, on pourrait, moi, des gens avec qui tu pourrais travailler directement sur la question du message. Qu'est-ce qui fait que le message est considéré comme important, pas important? Qu'est-ce qui fait que ça fait réagir le cerveau ou pas réagir le cerveau? Bon, moi, ça me fait penser à Laurie, évidemment, qui est une Laurie Galvan, qui est une habituée de Twitch en euro, évidemment, qui aurait certainement beaucoup de choses à dire. Sur les messages, on pourrait travailler avec Béatrice, avec Louis, avec Michaela, par exemple, aussi. Enfin, il y a vraiment plein de chercheurs qui sont... Alors, ils ne vont pas aborder la même notion... Enfin, ils abordent la même notion, pas tout à fait dans les mêmes contextes, mais au final, il y a plein de questions qui sont vraiment très, très proches. Et ces analyses croisées, elles sont vraiment... Oui, parce que c'est au croisement, pour Louis, par exemple, qui est historien, et plutôt des réseaux. Enfin, c'est la question de la communication, en fait. C'est ça. Voilà. Et pour Michaela, qui est sémioticien, ça va sur le même terrain, exactement. C'est la question de la signification. Ouais, c'est sûr. Oui, complètement. D'ailleurs, Michaela, on avait été ensemble sur la table ronde Pokémon. Ouais. On avait fait, d'ailleurs, ça doit être toujours disponible sur YouTube. Tout à fait, la première nuit des chercheurs 2022 21, 22 21 ou 22. C'était au Carme, ouais, c'est ça. C'était au Carme. Sympa. On avait fait une table ronde à 5 ou 6 personnes sur les Pokémon qui avait été un sujet d'analyse anodin, mais on avait trouvé des points d'accroche plutôt sympas. Pour en revenir à l'ouvrage dont il est question aujourd'hui, donc moi j'ai noté évidemment pas mal de choses. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est en fait le rapport le souci que tu as eu de faire le rapprochement entre sensationnalisme et d'autres disciplines ou d'autres phénomènes pour montrer qu'en fait c'est quelque chose qui est quand même très transversal. Les industries créatives, les arts, et justement pas que les médias. Ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant aussi, avec ce côté-là effectivement de dire mais en fait le sensationnalisme, étudions pour de vrai finalement, sans a priori, ce qui est vraiment la démarche du chercheur, pour le coup vraiment exemplaire là-dessus, et on apprend vraiment énormément. Et donc du coup la question de la démocratie, pour y revenir, puisque bon, moi c'est mon point d'accroche en droit public, je veux dire, nous on se raccroche à des trucs simples. C'est ce qui retient le plus l'attention, c'est de dire que ça peut être ça peut participer de l'histoire de la démocratie libérale. Est-ce que tu penses, toi, que sur cette thématique-là, comment tu projettes? Parce que j'imagine, je mesure, parce que j'ai passé quand même un petit moment dessus. Je mesure la quantité de travail qu'il faut pour fournir un ouvrage comme celui-ci. J'imagine aussi, mais tu me dis, si c'est des bêtises, il n'y a aucun problème là-dessus, que quelque part c'est un aboutissement, même si c'est pas le dernier, mais c'est quand même l'aboutissement d'une quantité de travail. Voilà. Est-ce que pour toi ça veut dire, pour savoir comment ça fonctionne, est-ce que ça veut dire le sensationnalisme c'est bon, ou le sensationnalisme c'est que le début? Ça dépend ce qui est bon ou le début. Est-ce que je continuerai des recherches sur le sensationnalisme? C'était le sens de la question. Oui, forcément un peu. D'abord, ça fait des ondes, ensuite ça fait des suites. C'est-à-dire que je vais de toute façon continuer à devoir faire une sorte de service après-vente de cette théorie. Elle va être discutée, certainement critiquée. Donc il va falloir... Et puis je vais devoir aller dans des colloques où on continue à discuter de ces questions, d'autant plus elles ont une sorte d'actualité, en fait. La presse prend un tournant particulier qui fait qu'on a envie de continuer. Donc ça ne peut pas être fini, c'est pas possible. Par contre, effectivement, il s'agirait peut-être d'essayer de décaler un peu
les corpus. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le prolongement sur le bavardage, peut-être en ce moment, et peut-être sortir du bavardage public qui est le sensationnel. Enfin, c'est toujours des formes publiques de spectacles, etc. Et de m'intéresser un peu au bavardage privé, ce qu'on fait avec les L3 en ce moment, la question du courrier, du téléphone, des moyens de communication privés dans lesquels on peut bavarder, qui sont des sortes de médias, mais pas publics, où on peut bavarder. Donc, il y a cette suite-là. Donc, le sensationnalisme, non, c'est pas fini, mais il y a tout un... Puis, il faut dire aussi que c'est un gros travail, c'est un accomplissement, mais c'est toujours collectif. Encore une fois, je reviens là-dessus. C'est le résultat personnel d'années et d'années de travaux collectifs avec plein d'équipes de recherche. Et là, quand je vous quitte, je repars dans des travaux collectifs et des projets collectifs. Et puis, dans un dossier en fait, qu'on ouvre uniquement l'été, faut dire ce qu'il est. Les livres personnels, c'est pas souvent, mais parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, c'est un dossier qui existe l'été et qu'on ouvre les uns et les autres en se disant, bon, et maintenant qu'on a du temps pour parler à la première personne. Mais il n'empêche que ce dossier-là, il est toujours nourri de ce que tous les autres nous ont apporté pendant l'année, à la fois les équipes de recherche et je le soulignerai fortement, les étudiants. Je pense que les étudiants qui visiblement ont été ou sont les miens, qui entendent, ou Tom, tout ce que je dis, ils l'ont déjà entendu en fait. Ils l'ont déjà entendu. Ce livre, c'est autant le mien que le leur. Alors, évidemment, c'est moi qui suis à l'initiative, donc c'est moi qui signe. Mais... Vous pouvez tous entamer une action judiciaire. Donc, c'est ça. On vous accompagnera évidemment. Oui, et là tu dis ce sera contredit, et évidemment. Moi j'ai trouvé ça vraiment super de se dire la tentation doit être forte quand même de dire bon, même si t'es chercheur, ton objectif c'est pas de faire le best-seller de l'année et de faire du chiffre à tout prix. T'as quand même évidemment, l'intégrité scientifique, l'éthique de la démarche est fondamentale, mais on la ressent très très fort. C'est tellement tentant de dire je vais écrire un truc sur le sensationnalisme en attaquant tout ce qui est approche sensationnelle de quoi que ce soit et en disant que c'est absolument ignoble de faire ça. C'est très tentant. Donc oui, tu ne fais pas ça du tout. Tu interroges vraiment la notion. Oui, beaucoup de gens seront en désaccord total avec ce que tu dis, mais au final, est-ce que c'est ça qui est important ? Moi, je trouve que ce qui est vraiment chouette, c'est que ça réinterroge vraiment. Même les gens qui seront pas d'accord à la fin, tu permets de vraiment interroger. Oui, puis ça ouvre à des discussions qui sont après, qui peuvent ouvrir au-delà de la recherche. Comme je disais tout à l'heure, notre travail, c'est ensuite de forger des outils d'observation du monde qui permettent de le regarder de façon plus complexe, plus complète, mais pas que nous, aussi. Donc je pense que oui, si un débat se noue autour de ça, ça peut faire réfléchir au-delà du débat scientifique, de la communauté scientifique. C'est vrai que c'est... Enfin, oui, je pensais même dans la communauté scientifique, parce qu'effectivement, alors, évidemment, et heureusement, c'est à ça qu'elle sert. Mais oui, pour le coup, je pense que ça a vraiment tout le potentiel de devenir un ouvrage de base de réflexion sur plein de sujets différents, vraiment une référence quand même dans le domaine. Ce qui est vrai en tout cas, c'est que si on regarde les tables des libraires dans les rayons médias, etc., bon, c'est vrai que sur 10 essais sur la catastrophe médiatique, la décadence sensationnelle, etc., oui, il y a pour l'instant que le mien qui dit autre chose que ça. Tu as raison. Oui, et quelque part, c'est pas non plus, c'est pas un contre-pied total, hein. Non, pas du tout. C'est pas un contre-pied. Moi, encore une fois, c'est pas un outil de théorie critique. C'est un ouvrage d'histoire qui essaie de donner des outils précis pour essayer de penser les choses sur la culture de masse, mais qui s'inscrit dans une tradition déjà depuis les années 60-70, des outils pour penser la culture populaire, la culture de masse, la culture médiatique, donc les grands journaux, les journaux populaires, autrement que comme, oh là là, qu'est-ce que c'est que cet opium du peuple Il y en a plein, c'est pas moi qui les invente, depuis les années 60-70, les études culturelles nous ont appris à regarder les publics et les productions médiatiques autrement que comme simplement une sorte de manipulation généralisée. Je fais que continuer cette tradition sur cet objet-là. Voilà. Oui. Mais c'est vraiment une démarche de chercheurs. Les étudiants, apparemment, ils demanderont uniquement en compensation à avoir des autographes. Des autographes, a priori, ça devrait pouvoir se négocier. Ils sont vraiment gentils. Oui. Mais c'est vrai qu'on a une communauté d'étudiants qui est quand même plutôt sympa à l'université de Nîmes, à part Tom, évidemment.
Je suis plus dans la communauté étudiante, C'est pour ça. malheureusement. C'était c'est uniquement pour ça que je le disais. Ok. Très bien, mais je te propose qu'on poursuive nos rubriques de l'émission avec les questions gênantes et ça nous permettra de réaborder un petit peu tout ça. Alors, pour les questions gênantes, le jingle est passé, c'est bon? Je n'ai pas de retour, au cas où. Il y a un instrument, c'est un magnifique dé violet, comme Twitch, qui est violet. Donc, qui va déterminer le nombre de questions auxquelles tu devras répondre. D'accord. Donc, je te laisse lancer le dé. On a un 2 questions. Bon, après, on peut toujours en faire un petit peu plus. On a des petites questions. Alors, soit tu les lis, soit je te les lis. Ou est-ce qu'elles sont spécifiques Ah oui, alors en fait, on trie un peu selon, mais voilà. De quelle compétence es-tu fier, mais qui ne t'est d'aucune utilité dans le travail? Il y en a plein. Il peut y avoir plusieurs réponses. Il y a une seule question. Quelle compétence suis-je fier, mais qui n'a aucune utilité dans mon travail? Il faut que j'en trouve une marrante, mais c'est pas si facile. Est-ce que je pourrais dire je cuisine pas mal, mais d'un autre côté, ça peut servir parfois si on reçoit des collègues à dîner. Après, c'est pas une compétence directe à mobiliser dans le métier. Voilà, j'en ai une particulière c'est ce que dit mon épouse en tout cas, c'est que je suis très doué pour décrire les odeurs. Ouais, et pour associer une odeur à un autre objet qui a la même odeur. Voilà, par exemple. Ah oui. Paraît-il. C'était une odeur particulière en entrant dans le bureau? J'ai pas remarqué spécialement, mais c'est peut-être une bonne nouvelle. si je sens un parfum, je veux dire ça sent comme le canapé de machin. Ah oui, c'est vrai. C'est extraordinaire, mais c'est presque un super pouvoir. Oui, mais pas très utile. Voilà, oui, ça fait partie du super pouvoir. Après, c'est pas une compétence, c'est une faculté. Je l'ai pas acquise. Mais oui. En tout cas, très, très, très honoré de l'apprendre. C'est original. Ouais. Une autre question? Pardon. Si tu devais retenir un seul objectif de carrière, lequel serait-il? Alors, moi, je n'ai pas d'objectif de carrière. Je n'aime pas le mot de carrière. Okay. J'ai pas d'objectif non plus. En revanche, je pense qu'on a des missions et des devoirs qu'on doit remplir. Et un seul objectif qui serait une sorte d'accomplissement, c'est difficile à dire. Tu t'es pas dit en entrant dans le métier avoir contribué à un élan collectif, par exemple dans ma discipline. Si je dis ça, il pourrait y en avoir d'autres. Mais par exemple, dans ma discipline, j'aimerais avoir contribué à un élan collectif qui a permis de la redéfinir et de la réinstaller de manière pertinente et utile au cœur de pas de l'université, parce que ça ne veut rien dire, mais au cœur de la culture commune et de la société telle qu'elle est. Ça, j'aimerais bien qu'à la fin, on dise oui, quand même, il a fait des trucs pas mal dans ce sens-là. Mais ce n'est pas un objet de carrière, c'est plus une question de ce que tu aimerais réaliser. C'est ça. Ok. Oui. Très, très, très chouette. On n'a pas parlé dans ton activité de recherche, ça a plus sa place en début d'émission, mais vu que c'est la première fois que tu viens et parmi tes collègues aussi, ils ne sont pas encore venus, on pourrait peut-être parler très rapidement, très rapidement ou pas, on a le temps de toute façon, dans quel cadre tu fais ta recherche à l'université, parce que c'est une situation un peu particulière. Bien sûr. Alors, en lettres... En lettres, on n'a pas de laboratoire historiquement, historiquement ni moi. Donc, on a toujours été, moi depuis 2009, puis ensuite mes collègues qui sont arrivés, on a toujours été rattachés à un laboratoire montpelliérain de Paul Valéry, de Montpellier 3, qui s'appelle, un drôle de nom, c'est fait exprès, le RIRA 21, et qui est un laboratoire pluridisciplinaire dans lequel il y a des gens en art, en lettres, en musicologie, en cinéma, et qui a pour particularité de travailler sur les arts, la littérature et la musique, disons, du 19e, fin du 18e jusqu'au 21e siècle, dans une perspective de culture médiatique et populaire. Voilà, pour dire les choses. C'est plutôt ça, et dans lequel, donc, on est avec un groupe de chercheurs qui travaillent notamment sur la presse et la littérature et tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Alors, mon labo est à Montpellier, donc, mais en réalité, depuis déjà 2 ans, Nîmes est
l'Université de Nîmes est Oui. coporteuse, tu connais bien le Oui. dossier, donc tu t'en es occupé. C'est pour ça que je trouve ça intéressant et d'en parler. coporteuse disons, Co-tutelle. co-tutelle Oui. du RIRA 21, de telle sorte que maintenant, nous sommes de plein exercice des chercheurs au RIRA 21, mais signant Nîmes. Voilà. Donc, ça change les choses. C'est un sentiment d'appartenance qui est plus plein. Complètement. Mais après, concrètement, ça ne change pas grand-chose parce qu'en lettres, on ne travaille pas au laboratoire comme le font les chimistes ou même les collègues de psychologie qui ont une culture du laboratoire, c'est-à-dire qui viennent au bureau du matin au soir. Nous, on a des mœurs de recherche qui sont plus molles, on va beaucoup en bibliothèque, on se déplace et on travaille à la maison parce que, notamment maintenant, beaucoup de ressources sont accessibles en ligne. Donc, on n'a pas besoin d'un laboratoire physique en lettres, mais il y en a un quand même qui reste à Montpellier pour l'instant. Voilà. Très bien, oui, donc c'est une situation un peu particulière. Donc, oui, c'est vrai, on a eu l'opportunité de réaliser ça en partenariat avec l'université Paul Valéry Montpellier 3. Et, c'est le cas pour les collègues d'anglais aussi. C'est ça, donc avec Emma, on a 2 laboratoires, donc Emma et RIRA 21. Qui donc sont maintenant des laboratoires Nîmes aussi. C'est ça, et c'est une chance énorme pour Nîmes parce que le RIRA 21 et Emma, mais le RIRA 21 en particulier, c'est un laboratoire très prestigieux. Notamment les travaux que nous on mène en presse et littérature sont vraiment mondialement reconnus et très très prestigieux parce qu'il y a des chercheurs de premier plan. Je ne parle pas de moi, hein, on est des groupes de recherche très solides. Donc c'est pour Nîmes, c'est vraiment une chance de pouvoir rattacher son nom à celui du RIRA 21. Ouais. Oui, mais et inversement, bien sûr. Évidemment. Mais non, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. Et puis c'est quand même un petit peu dommage parce que pour nous, c'était quand même un aboutissement. Et puis une chose en entraînant une autre, on n'a pas encore, mais il n'est jamais trop tard. De toute façon, on a parler de ces questions institutionnelles pour. Je sais pas si non, mais alors c'est pas forcément ça, mais même marquer ça par. Un événement, un cocktail, un petit cocktail, tout à fait. Non, mais un petit événement pour mettre à l'honneur cette collaboration particulière et pour le coup fructueuse, on peut le dire, hein, parce que bon, même si je suis pas avec vous dans les labos quotidiennement, mais enfin, je vois les publis sortir aussi et je vois à quel point les publis sont importantes dans ces disciplines-là. Donc c'est vraiment des super collaborations pour l'université de Nîmes. Donc pour nous, c'est vraiment très très chouette. Vu que je ne suis pas critique littéraire, qu'est-ce que j'ai oublié de te poser comme question sur le livre qui donnerait envie de s'y intéresser? Je ne sais pas, je crois que non, tu en as bien parlé. Je pense pas que... c'est un livre où il y a plein de pistes différentes, mais tu as dit les principales sur le bavardage, sur la démocratie, la façon de poser les choses en termes scientifiques et historiques. Je crois que tu as bien résumé. Tu n'es pas critique littéraire, mais tu es bon lecteur. Je te remercie. Non, mais après, moi je sais que j'ai un regard un peu naïf parce que c'est pas ma discipline. Et puis, mais le critique, lui, il juge, donc c'est pas pareil. C'est plus difficile. Complètement. Non, moi, je juge pas. En fait, je juge, je me dis... à quel point je suis content d'avoir ça qui sort d'un des labos de l'université. Ouais. Et quand je l'ai lu, j'étais très content. Ah bon, c'est gentil. Merci. Vraiment, non, parce que je trouve que pour le coup, c'est en termes de positionnement du chercheur dans le débat public, ce qui est un peu, moi, l'objectif. Quand il y a des choses comme ça, je trouve que vraiment, on est pile où il faut être, quoi. C'est paracoleur. C'est pas neutre non plus. Ça positionne les vraies notions. Oui, non, mais c'est pas neutre, c'est parce que c'est pas ce qui est attendu non plus. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est pas neutre. Et rien que l'éditeur qui publie ça est un éditeur qui est pas neutre. Enfin, c'est sûr que c'est pas neutre. Mais comme tu le dis, il s'agit pas de s'inscrire dans le débat public comme un leader d'opinion. C'est ça. Ouais, et pour le coup, moi, j'étais content que ça sorte de chez nous, quoi. Voilà. Luciole Strella nous demande comment il est composé en termes de chapitres. Alors moi, j'ai noté 3 grands mouvements. En gros, comment apparaît le sensationnalisme? La première question. Oui, c'est ça. La première, c'est un peu faire les choses à l'envers, mais qui sont les choses à l'endroit en termes de méthode historienne. C'est d'abord de regarder, non pas on pourrait dire d'abord je vais définir la notion, puis après je vais l'illustrer. Pour ce coup, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire il faut regarder le moment où apparaissent plusieurs facteurs qui conditionnent, donc on va dire une partie historique. Donc, à un moment, on observe naître une nouvelle culture, une nouvelle façon de faire vivre la culture.
dans des tas d'endroits de la culture en France. Et donc, je regarde ça naître, et puis croître, et arriver jusqu'à notre état à nous. Et dans une deuxième temps, là, il s'agit de dire, bon, alors je théorise, comment le mot de sensationnalisme peut nous servir à parler de ça. Voilà, c'est le deuxième temps. On s'en fiche, on pourrait appeler ça mélodramatique, on pourrait appeler ça... Le mot en lui-même, finalement, n'a pas un intérêt fou, c'est celui qu'on a choisi à partir du XXe siècle pour parler de tout ça. Donc je le prends, mais il ne s'agit pas de l'essentialiser, dire voilà, ça c'est très sérieux, bon, de le définir, mais dire il peut nous aider à comprendre en fait ces phénomènes parce qu'il est commode et qu'on peut le définir de plusieurs manières. Et puis après, la dernière partie, c'est de distinguer les usages. C'est ce que je disais. Ça n'existe pas en soi. Il y a des façons de faire du sensationnalisme qui sont différentes. Soit on le fait sérieusement, et soit on le fait sérieusement pour apporter un progrès, ou alors on fait sérieusement pour manipuler les gens. Bon, c'est les deux, disons, tendances sérieuses qu'on peut avoir. Pour ouvrir les yeux enfin, je sais pas, une Photoshop, ça sert à ouvrir les yeux des gens. Parfois, c'est sensationnel, mais c'est pas racoleur, c'est aussi très utile. Ou alors, à l'inverse, ça peut être extrêmement manipulateur. La propagande, par exemple, c'est quand même pas très classe, quoi. Bon. Et puis, la fin, c'est les usages ludiques, c'est-à-dire plein de fois où, en fait, c'est pas très grave, on s'amuse avec ça. Quand on lit Voici ou Closer, bon, bah, c'est pas bien grave, quoi. Voilà, on s'amuse. Et donc, c'est l'analyse de ça pour la dernière partie. Oui. Effectivement, on me demande est-ce que M. Vériac a envoyé son manuscrit ou est-ce qu'il a été commandé. J'ai envie de répondre les deux, puisque M. Vériac me l'a gentiment fait parvenir, et on en a un qui est en commande pour la bibliothèque. Il parle du manuscrit, je pense. Elle veut savoir comment j'ai été édité. À mon avis. Ah oui, pardon, oui, commandé, pardon, je croyais dans le cadre de l'émission. Oui, non, c'est pas une commande du coup. En partie. En partie. En réalité, c'est un livre que j'écrivais. Enfin, que j'écrivais comme ça, que je préparais. Voilà, je vous dis, l'été, on ouvre sa boîte et on se dit, bah tiens, je vais essayer de faire ça. Sans avoir réfléchi à un éditeur, ni avoir pensé à ce que ça pourrait être l'inédit dans HDR. C'était bon, c'était pas d'actualité. Et un collègue qui s'appelle Mathieu Le Tourneux, qui dirige la collection Préordinaire chez Amsterdam, je lui parle de ce livre et il me dit, ah ben moi, ça m'intéresse parce que c'est quelqu'un qui est directeur de collection, donc il cherche des gens à éditer. Je vois Tom qui sourit parce qu'il le connaît, il l'a eu dans son jury de Master 2. Il dit, moi, nous, ça nous intéresserait avec Loïc Artiaga, qui dirige avec lui à Amsterdam, de proposer ça à Amsterdam. C'est pas gagné, après il faut que l'éditeur dise oui. Mais... Et donc, je lui ai dit, d'accord. Et puis c'est comme ça. Donc j'ai fait une note d'intention, ensuite j'ai écrit le livre, ils m'ont fait un retour, les éditeurs Loïc et Mathieu m'ont fait un retour disant il faut que tu enlèves des trucs, etc. Bon. Et puis, Amsterdam a été OK. Et alors, pour tout vous raconter, voilà, ils sont allés chercher une subvention au CNL, au Centre national du livre, pour la publication. Et la publication s'est faite là, cette année. Ça a pris, le processus de publication du livre, ça a pris 2 ans et demi, je dirais. Oui. Et oui, entre les allers-retours. Normal. Et encore une fois, c'est un éditeur commercial, donc je ne peux pas arriver avec mes notes de bas de page de 15 km comme dans un. Bien sûr, il faut que ça se lise. Il faut que ça soit. Mais pour le coup, ça se lit. Enfin, moi, toutes ces phrases la commande est respectée, puisque ça se lit comme. Voilà, c'est vraiment un ouvrage grand public. C'est très agréable de travailler avec un vrai éditeur. Oui. Mais ça doit apprendre aussi beaucoup de choses. Oui, d'autant qu'ils sont très, très, très agréables, très bienveillants, mais qui donnent d'excellents conseils. Très bien. Eh bien, je te remercie. On va clôturer cette émission avec la dernière rubrique. La rubrique surprise. Je te fais un peu de place. C'est la rubrique surprise, qui est la rubrique de la page blanche. Donc, je dois noter un truc. Alors, ça, c'est ce que tu veux. Ça peut être une phrase, ça peut être un dessin, ça peut être un mot. Non, après, on discute, on explique. En attendant, pendant que Johan, tu peux mettre cette caméra, Tom, s'il te plaît. Je vais montrer l'ouvrage. Donc, Sensationnalisme. Tu me dis parce que je vois pas. Hop. Encore un petit chouïa. Parfait. Donc, Sensationnalisme par Johan Vériac aux éditions Amsterdam. C'est à retrouver dans les meilleures librairies de France. Évidemment, toutes celles qui ne l'ont pas sont malheureusement pas de bonnes librairies. Mais c'est pas grave. En tout cas, pas les meilleures. Pardon ? En tout cas, pas les meilleures. Pas les meilleures, mais bon, il n'est jamais trop tard. On recommande évidemment, mais on est très chauvin de toute façon. Mais après, moi, ne connaissant pas du tout la discipline, je peux recommander aussi, puisque vraiment, j'ai beaucoup apprécié de lire en très grande partie, même si j'ai été honnête au début et j'ai pas matériellement pu mettre toute mon attention sur tout, parce que
Et voilà, je voulais être bien concentré, donc j'ai pris une connaissance d'une très grande partie, mais pas tout. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton œuvre, ta deuxième œuvre du coup, qui est sur la table? Alors, j'ai remis sur la feuille, je ne savais pas quoi mettre, mais j'ai pensé à ça quand tu m'as dit qu'il fallait le faire. C'est la dédicace de la version manuscrite ou de la version d'HDR du même livre, qui était cette dédicace-là, ou cette épigraphe que j'avais placée au départ et qu'on n'a pas reprise pour le livre, parce que ça se fait moins, mais dans un travail de recherche, ça peut se faire, et qui était dédié, donc, c'est ce qui est noté, je ne sais pas si on le voit, mais je le montre. Qui était dédié à Roy Pinker et à mes étudiantes. Et c'est plus dans le livre, donc ils vont être déçus, mais ça y est plus, mais c'est dans la version HDR. Roy Pinker étant non pas une vraie personne, mais le pseudonyme d'auteur derrière lequel nos groupes de recherche se cachent. En fait. C'est les ouvrages collectifs dont tu parlais. Tout ça pour remercier en fait à l'initiale de ce travail-là les gens qui l'ont fabriqué. Les collègues, les étudiants. Grâce à qui je l'ai fabriqué. Voilà. Très bien, merci. Je vais te demander de mettre une petite signature en bas pour qu'on se rappelle que c'est le tien, puisqu'on les garde tous. On a une pochette qui est bien épaisse maintenant. Ah oui. Oui. Très bien, merci beaucoup. Si vous avez encore quelques réactions dans le chat, n'hésitez pas. Merci de nous avoir suivis. Un très grand merci, Johan, de venir discuter avec nous. Tu seras toujours le bienvenu, évidemment. Donc il ne faut pas hésiter. Merci Tom pour la régie. On a plein de cœurs dans le chat. Merci de nous avoir suivis à tous dans le chat. On retrouve la prochaine émission, c'est donc Unimatin, lundi à 8h15, évidemment, comme tous les lundis. C'est ça, et ne ratez pas ce rendez-vous et les cernes de Tom, évidemment. Merci beaucoup. De rien. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end et à très bientôt. Merci.